Le gouvernement d'Inde invite officiellement le chef de l'État ivoirien au 3e sommet Inde-Afrique. Il va se tenir en octobre prochain. Des partenariats, des échanges d'expériences vont meubler cette rencontre de haut niveau pour le développement sud-sud. La Côte d'Ivoire élabore un programme national pour l'environnement. Il vise la préservation et la valorisation de la biodiversité, une meilleure gestion des ressources en eau et une amélioration du cadre de vie en milieu urbain. Manifestation de joie dans les rues de Téhéran en Iran. Le pays a conclu un accord historique avec les grandes puissances afin de mettre fin à 12 années de tensions et de sanctions autour du dossier du nucléaire. Bienvenue dans le journal de 13h sur RTI 1. Bonjour et merci de nous suivre. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 15 juillet au palais présidentiel d'Abidjan. Le compte rendu à 20h. À présent, un communiqué de l'Assemblée nationale, mais juste avant, le 3e sommet Inde-Afrique va se tenir en octobre prochain. Le ministre d'État indien pour l'eau potable et l'assainissement est en Côte d'Ivoire. Il invite officiellement le président Alassane Ouattara à la rencontre. Au nom de son gouvernement, il a remis l'invitation au Premier ministre ivoirien. Le reportage est de Hamza Diaby. Le ministre d'État indien pour l'eau potable et l'assainissement chez le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ce mercredi. Ram Kripal Yadav dit être venu transmettre un message du chef du gouvernement de la République de l'Inde. C'est la première fois que le gouvernement indien envoie un ministre d'État en qualité d'envoyé spécial pour les invitations des dignitaires au sommet, au 3e sommet du forum Inde-Afrique. J'ai aussi transmis les salutations de son Excellence le Premier ministre Modi à son Excellence le Premier ministre de Côte d'Ivoire et ses souhaits de prospérité économique et de stabilité en Côte d'Ivoire et notre vœu de renforcement de ces relations entre nos pays. Le 3e sommet Inde-Afrique devait initialement se tenir en décembre dernier. Reporté à cause de l'épidémie mortelle d'Ebola en Afrique de l'Ouest, il aura finalement lieu en octobre 2015. Une cinquantaine de chefs d'État ou de gouvernements africains y sont attendus. Un sommet pour renforcer la coopération entre l'Inde et l'ensemble du continent africain. Poursuivons avec un communiqué de l'Assemblée nationale. Monsieur Soro Kikbafouri Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, convoque mesdames et messieurs les députés à la séance publique du 16 juillet 2015 à 10h au palais de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, délibération sur les projets de loi suivants. Projet de loi portant statut de pupille de l'État. Projet de loi portant réglementation du système de récépissé d'entreposage. Projet de loi relatif à l'industrie du livre. Projet de loi portant code de déontologie pharmaceutique, projet de loi portant organisation de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, projet de loi relatif à l'exercice et à l'organisation de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle, projet de loi portant orientation agricole de Côte d'Ivoire, projet de loi portant code du travail, projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de Cotonou, révisé le 22 juin 2010 à Ouagadougou, au Burkina Faso, projet de loi autorisant le président de la République à faire adhérer l'État de Côte d'Ivoire à la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, conclue à New York le 14 juin 1974, tel que modifié par le protocole du 11 avril 1980, adopté à Vienne. Parlons recherche scientifique, un programme national pour la préservation et la valorisation de la biodiversité. Il s'agit pour le pays de mettre en place une meilleure gestion des ressources en eau et surtout une amélioration du cadre de vie en milieu urbain. Herman Niamia. C'est en sa qualité d'institution de référence dédiée aux sciences de l'environnement que l'université Nangui Brougua a été choisie pour héberger et organiser l'atelier fondateur du programme national de recherche environnement. Ce programme a pour objectif de préserver et de valoriser la biodiversité, de mieux gérer les ressources en eau et d'améliorer le cadre de vie en milieu urbain. Ce présent atelier vise donc à permettre une meilleure appropriation du programme par toutes les parties prenantes du système national de recherche et à identifier les instances de gouvernance pour sa mise en œuvre effective. En matière de recherche, ne sont pas figés et
l'actualité du moment peut nous appeler à nous investir dans d'autres thématiques. Et les spécialités qui n'existaient pas hier peuvent exister au sein du laboratoire à travers de compétences nouvelles et donc donner de nouvelles orientations. Donc, je rappelle que ce caractère dynamique-là est important. Le programme national de recherche environnement fait partie des 24 programmes prioritaires identifiés par le collège d'experts mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le cadre de la réforme visant à améliorer le dispositif de recherche en Côte d'Ivoire. 8 pôles de compétences ont été également créés pour animer les différents programmes prioritaires. La dégradation de la forêt ivoirienne est plus que jamais une réalité. Dans l'ouest montagneux, on constate l'érosion et la dénudation des sols sur les flancs des montagnes. Le ministère des Eaux et Forêts lance un projet de reboisement dans ces montagnes. Mais avant, les populations sont informées et sensibilisées pour leur adhésion au projet. FBOE. Les montagnes à perte de vue de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui jadis offraient aux visiteurs l'un des meilleurs paysages du pays sont aujourd'hui dans un état de dénudation très avancé. Des érosions et des détachements de blocs rocheux dus principalement aux pratiques agricoles. Il y a lieu d'agir pour éviter des conséquences dramatiques. La phase pilote d'une campagne de sensibilisation est donc initiée dans le département de Mans. Lorsque à la faveur des cultures vivrières, lorsque à la faveur de construction de maisons anarchiques, lorsque à la faveur des casses de gravier, lorsque à la faveur de production de charbon de bois sur les flancs de montagne, les populations sont appelées à faire des activités de déforestation, alors cette mise à nu des flancs de montagne va occasionner l'érosion. Le Côte d'Ivoire attend de la part des populations l'amélioration des terres par les légumineuses qui sont les arbres forestiers qui ont la capacité de restaurer la fertilité des sols. Le projet reboisement des flancs de montagne, une solution durable à la menace. Les villages concernés apprécient. Un bon projet pour moi, pour mon village, parce que mon village est surplombé par une chaîne de montagnes qui commence à être dégradée. Et nous voudrions donc qu'elle soit refaite. Voilà, pour que nous ayons tout ce que nous avons comme élément d'antan. Pluie, floraison, etc. À l'issue de cette phase pilote, 2 montagnes sont cédées. La montagne Sœur du village de Glongoulin et celle de Petit Bapleu dans la ville de Mans. L'objectif de cette campagne est de reconstituer d'ici à 2019 au moins 5000 hectares de forêts des flancs de montagne du Grand Ouest. Surexploitation des ressources halieutiques, développement de la pêche illicite, le comité des pêches centre-ouest du golfe de Guinée veut mettre fin à ces pratiques. Des travaux de réflexion ont été ouverts hier mardi. Le reportage de Hamza Diaby. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Libéria et le Nigeria se mettent ensemble pour lutter contre la pêche illicite. Les experts de ces différents pays se sont donné 4 jours pour faire un état des lieux afin de proposer des solutions au fléau. La plateforme sera au niveau régional, mais sera aussi décuplée au niveau national à travers des groupes nationaux qui seront régulièrement financés et appuyés techniquement pour mener des investigations et des recherches en matière de pêche illicite, des crimes associés à la pêche, afin que nous puissions faire obstacle à cette activité illégale dans notre sous-région. Hélas, aucun État membre du CPCO n'est épargné par ce phénomène qui prospère dans nos eaux, du fait même de la faiblesse structurelle de la plupart de nos États. Faut-il le préciser, la pêche INN a des impacts économiques, biologiques et sociaux très néfastes pour nos pays. La pêche illégale fait perdre plus de 203 milliards aux pays du golfe de Guinée. Elle provoque aussi de nombreuses pertes en vie humaine et réduit considérablement les produits de pêche sur les marchés locaux. Cette réunion sur la pêche illicite est initiée par le comité des pêches Centre-Ouest et entièrement financée par l'Agence norvégienne de développement pour une durée de 3 ans. La Côte d'Ivoire vend ses atouts à la conférence internationale sur le développement ouverte hier à Addis Abeba en Éthiopie. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a sollicité le soutien des bailleurs de fonds pour accompagner leurs initiatives de développement. Mamadou Kwasi, envoyé spécial à Addis Abeba.
Le développement durable, c'est la préoccupation des États du monde entier. Car l'amélioration des conditions de vie des populations passe par un développement adéquat. Mais quelles ressources pour accompagner ce développement? Quel financement pour la politique de développement de nos États afin de lutter efficacement contre la pauvreté? Les experts se donnent des idées pour permettre les États de relever ce défi. Une proposition dans le but d'orienter les financements vers le traitement des vulnérabilités afin de rendre plus durable la croissance sur le plan économique, sur le plan social, politique et climatique. La ministre chargée de l'économie et des finances, Kabani Ali, apporte des solutions à cette problématique. Car la Côte d'Ivoire est devenue un modèle en termes de développement vu la croissance enregistrée. Ça va, mais la Côte d'Ivoire a encore besoin de soutien des bailleurs de fonds pour pouvoir traiter de façon convenable ces vulnérabilités. L'État travaille également à développer des mécanismes de financement adaptés aux PME. Nous sommes en train de réfléchir à l'ouverture d'un compartiment dédié aux PME à la bourse. Donc, aller au-delà des mécanismes traditionnels de lignes de crédit et de fonds de garantie. L'État est en train de réfléchir également à la question de l'inclusion financière. Ce sommet international sur le développement constitue une plateforme pour les acteurs économiques pour l'élaboration d'un planning de financement pour le développement durable en Afrique et dans le reste du monde. La Côte d'Ivoire comme modèle lors de cette conférence d'Addis Abeba. Quelle est la recette appliquée pour atteindre un tel niveau de croissance à peine sortie de crise? La ministre Kabani Ali a exposé sur la question. Pour cette deuxième journée de la conférence internationale sur le développement, la Côte d'Ivoire est à l'honneur. Un panel est organisé en collaboration avec le Fonds mondial pour le développement des villes, FMDV, pour aborder la question du financement des collectivités africaines. Au cours de ces échanges, l'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, et l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire ont présenté les acquis en termes de développement local. Il existe néanmoins, selon le porte-parole, des attentes pour la prise en charge des besoins des populations. Les collectivités territoriales en Côte d'Ivoire bénéficient de trois sources de financement. Il s'agit des impôts partagés, de la dotation de l'État, c'est-à-dire donc les subventions, et puis donc l'autre c'est la fiscalité que les communes sont en mesure de développer. Et il s'agit donc de trouver d'autres voies puisque ces voies ne sont pas suffisantes pour faire face aux défis de développement durable. Pour le Fonds mondial pour le développement des villes, plusieurs mécanismes existent pour accompagner les collectivités. Faire reconnaître les collectivités locales comme les piliers majeurs de la réponse des problématiques urbaines à développer dans les prochaines années. Aujourd'hui, le financement n'est pas un problème de ressources. Les ressources sont là. Au niveau des banques privées, les banques africaines sont en surliquidité. Les bailleurs de fonds, comme la Banque mondiale, ont des lignes de crédit de plusieurs centaines de millions de dollars pour les infrastructures. Face à cette situation, le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA propose. Aujourd'hui, le Conseil des collectivités territoriales est en train de travailler avec l'UEMOA pour la mise en place d'une directive communautaire sur le partenariat public-privé en tant que source de financement innovant. Au terme de ces 4 jours de réflexion, les pouvoirs locaux, la société civile et les gouvernants seront situés sur un mécanisme véritable pour accompagner le développement de leur territoire. Un communiqué du général de corps d'armée Kwasi Kwaku Gervais, commandeur supérieur de la gendarmerie nationale. La cérémonie de baptême et de prestation de serment des élèves sous-officiers de première et deuxième année de l'école de gendarmerie de Torogwe aura lieu ce jeudi 16 juillet 2015 à partir de 8 h à l'école de gendarmerie de Torogwe située sur l'axe Daloa-Vavois. À cet effet, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale invite les parents d'élèves, les populations ivoiriennes et celles de la commune de Daloa en particulier à participer à la dite cérémonie. La ville de Touba, située entre Odiéné et Mans, à quelques kilomètres de Mankono, se prépare. La visite d'État du président Alassane Ouattara. Patricia Omoetia a rencontré les populations qui placent de nombreux espoirs de développement et de mieux-être dans cette visite d'État. Ouaninou est une localité située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à 23 km de Touba. Elle appartient au département de Touba dans la région du Bafing. C'est ici que débutera la visite du président. Les préparatifs s'accélèrent, routes reprofilées, construction et réhabilitation de bâtiments. Même la nature ne veut pas rester en marge de cet important événement. Et l'UECAD appelle à la mobilisation. Les rues de la ville sont ouvertes, les lieux de meeting sont prêts.
La mobilisation est parfaite. En tout cas, tous les travaux sont presque terminés et nous sommes fin prêts pour accueillir le président de la République. Les populations sont vraiment sensibilisées, aussi bien du côté de Kona que du côté de Ouanninou. Il y a les griots, il y a les chefs de village, il y a un comité et les cadres aussi se sont mis à la tâche. Et tous ont promis de réserver un très bon accueil au président de la République. Message bien perçu par les populations, impatientes de voir le président à Ouanninou, elles expriment joie et reconnaissance. Alassane va venir chez nous là, on est content, très très content. On est prêt, toutes les choses on est prêt. On attend Alassane. Nos femmes de Ouanninou là, il n'a qu'à nous aider. Le président il vient. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici aujourd'hui, pour s'entretenir, pour attendre notre président. Le conseil doit venir pour nous entretenir, pour nous donner des idées qu'on doit faire pour se préparer pour attendre le président. Érigé en département depuis le 14 juin 2009, Ouanninou a comme sous-préfecture Konan, Santa, Saboudougou, Gbelo et Gouékan. Voilà, c'était le reportage de Patricia Omouetia sur les préparatifs à Ouanninou dans le département de Touba. À Séguéla et à Kani, des chantiers ont été engagés pour cette visite d'État. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est rendu sur place pour voir comment ces travaux avancent. Hamza Diaby. En prélude à la visite d'État du président de la République dans le Ourodougou, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a constaté l'état d'avancement des travaux de réhabilitation et de construction des hôpitaux et centres de santé du département. Il était accompagné de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, du secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains et de l'ensemble des cadres de la région. Première étape, le centre de santé Dominique Ouattara, au quartier d'Osso. Puis, la délégation se rend au CHR de la ville. Ici, la réhabilitation des bâtiments est achevée depuis un moment déjà. Le personnel est à pied d'œuvre pour le bonheur des populations. Le matériel de la salle de radiographie est présenté par la ministre de la Santé comme du matériel de pointe. Plus loin, c'est la salle de réanimation, puis le bloc opératoire qui sont également opérationnels. En plus des centres de santé, la délégation visite d'autres infrastructures. Le stade Loseni Soumaoro va accueillir le grand meeting de clôture de la visite du président Alassane Ouattara. Encore quelques derniers réglages et ce sera prêt. Direction la nouvelle cité construite par la SICOGI avec l'appui des cadres. 20 appartements de 4 pièces prêts à recevoir les visiteurs de marque. Pour finir, la délégation se rend sur le chantier de la préfecture où les travaux sont aussi bien avancés. Reste l'ameublement. Les fils du Ourodougou se disent heureux. Leur région est prête à recevoir le chef de l'État. À 455 km d'Abidjan, dans le district du Woroba, Mankono n'est pas en marge des préparatifs de la visite d'État du président Alassane Ouattara. Abou Sanogo est allé le constater sur place. Coup de pioche par-ci. Coup de balai par là, des rues en pleine réhabilitation. Mankono, chef-lieu de la région du Béré, fait sa toilette à quelques jours de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara. Les préparatifs vont bon train et les travaux avancent bien. Nous sommes en gros autour de 80% de taux de réalisation des travaux de voirie. Au niveau de l'électricité, tout le réseau est en train d'être renforcé. Au niveau de l'eau, le réseau d'adduction d'eau a été renforcé, des forages ont été faits et les pompes hydrauliques dans les différentes sous-préfectures, dans les différents villages, ont été réhabilitées. Le président de la République Alassane Ouattara sera le vendredi 24 juillet dans le Béré. Une visite attendue par les filles et fils de la région qui entendent lui réserver un accueil triomphal. La mobilisation sera exceptionnelle. La mobilisation sera totale. Les cadres sont à la tâche, les élus sont à la tâche, nos ministres sont à la tâche et nous attendons impatiemment le chef de l'État. D'Abidjan jusqu'ici, tout Mankono est mobilisé. Même la diaspora de Paris est là. Nous sommes mobilisés pour attendre le président, puisqu'on veut démontrer que le Béré aussi a besoin de son président. Les populations du Béré attendent beaucoup de cette visite.
les agents de l'État en poste dans la région également. Les jeunes sont beaucoup oisifs. Il leur faut des projets qui puissent leur permettre de se prendre en charge, qui puissent leur permettre d'avoir des revenus substantiels pour participer à l'économie du département et au développement même de leur vie. Le problème qui est plus crucial, c'est le problème des banques. Chaque fin de mois, nous sommes obligés de sortir et aller jusqu'à Boaké, les villes environnantes, pour pouvoir prendre les salaires. Et nous sommes confrontés à des braquages, en tout cas nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Donc c'est ce problème de route et les banques. C'est ça le problème franchement. Depuis 65 ans, nous sommes enclavés. Nous entendons beaucoup du président de la République. Je pense que la plaie de Mankono sera guérie et cicatrisée. C'est un honneur pour nous de recevoir le président chez nous. Et c'est une occasion aussi pour nous de sortir Mankono de léthargie que Mankono connaît jusqu'à ce jour. Mankono manque d'infrastructures, surtout administratives. Mankono, chef-lieu de la région du Béré, est composé de 3 départements, Mankono, Dianra et Kounaïri. Il est délimité au nord par le département de Dianra, au sud par le département de Kounaïri, à l'est par le département de Botro et Beomi et à l'ouest par le département de Séguéla. Dans le Haut-Sassandra, ce sont les femmes qui se mobilisent pour accueillir le président. Le réseau international des femmes pour les actions affirmatives et les femmes parlementaires ont initié une rencontre avec les femmes de Daloa. Honorine Anigori. Le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera une visite d'État dans la région du Haut-Sassandra. Dans le cadre des préparatifs de cette visite d'État, les autorités administratives, politiques, élus et cadres se sont retrouvés récemment à Daloa, dans la région du Haut-Sassandra. Elles ont mis en place un comité d'organisation présidé par le préfet de région Broukwame. Cette visite sera l'occasion pour ces autorités d'indiquer à leur hôte de marque l'importance de sa présence au sein des populations. La présidente du réseau international des femmes pour les actions affirmatives, RIFA, Léopoldine Thiézan-Kofi, qui a en charge le volet mobilisation, sensibilisation et dons, Elisabeth Védéa de Vavoie-Dania, l'honorable Célestine Tazéré, députée d'Issia, ont exprimé la nécessité de cette tournée du président de la République. En marge de cette concertation, Léopoldine Kofi a eu une prise de contact avec les femmes des associations exerçant dans plusieurs secteurs d'activité. Elle leur a fait savoir que la visite du chef de l'État dans leur localité va booster l'économie de la région du Haut-Sassandra. D'où la nécessité de se mettre ensemble pour bénéficier des retombées. Voilà qui referme le chapitre consacré à la visite d'État du président Alassane Ouattara. Parlons maintenant de réconciliation. La Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes vient d'achever une tournée dans l'ouest du pays. Les membres de la commission ont pu établir un contact direct avec les victimes. FBoué. Man, Bangolo, Diokoué, Giglo, Toulepleu et Blolequin. Ce sont les localités de l'ouest de la Côte d'Ivoire visitées par la forte délégation de la CONARIV. Monseigneur Paul Simeon Awana et ses collaborateurs ont pu toucher du doigt les réalités des victimes de cette partie de la Côte d'Ivoire qui a été fortement touchée par les différentes crises. Les dégâts laissés sont encore visibles, mais surtout, des victimes continuent de souffrir. Dans la crise avec les événements, quand on courait et puis je suis tombée, j'ai eu la hanche qui a eu un coup, donc il faut m'opérer. Je suis une veuve de 3 enfants. Malgré la douleur, les victimes rencontrées sont prêtes à aller de l'avant. C'est arrivé, c'est arrivé. C'est un programme de Dieu qui est arrivé. Nous, on pardonne à ceux qui l'ont fait. Qu'on arrive à arriver, moi je dis, Dieu merci qu'ils sont là. Ce contact direct avec les victimes permet de mieux cerner les besoins et orienter les actions. Des solutions appropriées seront trouvées pour soulager au plus vite les cas urgents. C'est Dieu qui fait toutes choses. C'est bien que nous soyons venus. Bien que nous soyons venus et dans cette proximité, dans ces rencontres, nous avons été beaucoup instruits. Parce que autre chose est l'administration qu'on peut faire à partir d'Abidjan et autre chose être sur le terrain. Donc la problématique du terrain n'a pas toujours collé avec, je dirais, des impératifs que nous avions à Abidjan
que ce soit des impératifs du temps, des incidences financières, tout ça, on ne les a pas envisagés. Donc c'est maintenant que nous sommes arrivés sur le terrain, c'est maintenant que nous jugeons, maintenant nous voyons avec les victimes, nous voyons vraiment l'ampleur de la tâche qui nous attend, l'ampleur de la mission. On savait que c'était difficile, mais on n'a pas tous les contours. Dans la quasi-totalité des localités visitées, les associations des victimes ont fait des doléances, parmi lesquelles une nouvelle prorogation du délai d'enregistrement des victimes. Les Français de Côte d'Ivoire ont célébré le 14 juillet à l'ambassade française dans le pays. Le chef du gouvernement ivoirien et plusieurs ministres ont pris part à la fête, histoire de renforcer la coopération entre les deux pays. Alexis Ouedraogo. 15 762 Français sont répertoriés à Abidjan. Le consulat estime à près de 3 000 ceux qui ne le sont pas encore. La France et la Côte d'Ivoire, une longue histoire. À ce jour, près de 660 entreprises à capitaux français sont installées dans le pays. Elles emploient environ 40 000 personnes. Vous voyez que dans le cadre de ces échanges, vraiment les relations sont bonnes. Les échanges commerciaux ont poursuivi une forte croissance pour atteindre 1,7 milliard d'euros en 2014, décomposé à hauteur de 1,1 milliard d'exportations françaises vers la Côte d'Ivoire et de 0,6 milliard d'importations de Côte d'Ivoire vers la France. Pour la célébration de la prise de la Bastille ce 14 juillet, la résidence de France s'est drapée de ses plus belles couleurs pour recevoir ses invités, au rang desquels le chef du gouvernement ivoirien et ses ministres, ainsi que plusieurs acteurs de la vie socio-politique et économique du pays. La France et la Côte d'Ivoire, des défis communs tels la sécurité, d'où une coopération bilatérale de défense, actuellement la plus importante en Afrique subsaharienne. Il n'existe pas de développement sans un minimum de sécurité. Notre coopération bilatérale de sécurité et de défense a permis de soutenir les efforts du gouvernement ivoirien en matière de réforme du secteur de la sécurité. Annonce importante dans le dispositif scolaire, le lycée Blaise Pascal devrait ouvrir une classe préparatoire aux grandes écoles dès la rentrée 2015. Des hommes d'affaires chinois en prospection en terre ivoirienne. C'est le retour d'une mission d'hommes d'affaires ivoiriens à Shanghai. Plusieurs partenariats ont déjà été annoncés. Thérèse Yoboué. Faire de la ville de San Pedro le Shanghai d'Afrique, tel est le vœu d'hommes d'affaires chinois en visite à San Pedro. Séance de travail avec les autorités administratives traditionnelles et portuaires en vue de l'acquisition des sites, visite de terrain ont marqué le séjour des hommes d'affaires chinois à San Pedro. Ils sont venus avec plusieurs projets, au niveau social comme au niveau économique. Ce groupe envisage donc au niveau de San Pedro nous aider à faire en sorte que nous arrêtions de prendre le sable de mer pour construire, en faisant grandir l'érosion maritime. Les opérateurs économiques chinois se sont vite fait une idée. Des opportunités d'affaires existent à San Pedro. Il faut investir. Seront donc construits une usine de ciment d'une capacité de production à long terme d'1 million de tonnes, une carrière, un marché, une drague de 1000 logements et la mise en place d'une microfinance. Autant de projets qui font déjà rêver avec le nombre d'emplois que cela va générer. 100 bourses d'études vont être attribuées aux jeunes Ivoiriens pour aller se perfectionner dans les domaines de l'agriculture, des bâtiments, des travaux publics et des TIC. Pour Pen Jingbo, président d'un consortium chinois et président de la Chambre de commerce, c'est un nouveau départ. Il s'agit de faire de San Pedro une ville moderne à l'image de Shanghai. Le début d'exécution de ces différents projets est prévu dans 6 mois, selon le chef de la délégation. On reste à San Pedro pour parler religion cette fois. Le diocèse catholique a 25 années d'existence. Des festivités ont marqué ce jubilé d'argent pendant 7 mois. La clôture a été l'occasion de lancer le démarrage de la construction de la cathédrale. Le reportage est signé Chantal Akandan. D'un coût total de 1,9 milliard de francs CFA, la cathédrale du diocèse de San Pedro occupera plus de 4600 mètres carrés sur un terrain de 15 000 mètres carrés.
Le plan a été présenté aux fidèles. Cet édifice aura 2 niveaux, une forme en croix et disposera de plus de 2000 places assises pour les fidèles. 300 places réservées au clergé. L'évêque du diocèse, Monseigneur Kofiwa Kofi, a invité l'Assemblée des fidèles catholiques de San Pedro et d'ailleurs à mobiliser leurs énergies afin d'aider à la construction de la cathédrale qui est le siège de l'évêque. Les premiers travaux débuteront cette année avec 25 millions de francs CFA qui représentent la somme mobilisée par les fidèles cette année au mois de Carême. Monseigneur Alexis Touabli, évêque d'Agboville et président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a salué la vitalité du diocèse de San Pedro et encouragé le clergé et les fidèles. Chers diocésains de San Pedro, je dis, après 25 ans, maintenant, vous devez passer à la vitesse supérieure. La messe de clôture du jubilé, officiée par Monseigneur Alexis Touabli, a été marquée par l'ordination d'un nouveau prêtre, Prudence Yapo Cassin, et de 2 diacres, Guy Roger Dacoury et Ange Ekbo. Érigé le 23 octobre 1989, le diocèse de San Pedro est passé de 4 paroisses à 24 et d'une dizaine de prêtres à 44 aujourd'hui. Ce diocèse couvre les départements de Tabou, San Pedro, Sassandra, Guéyo, Méagui, Soubré et Buyo. L'Iran et les grandes puissances ont conclu mardi un accord historique mettant fin à 12 années de tensions autour du dossier nucléaire iranien. Les 109 pages de l'accord limitent les ambitions nucléaires de Téhéran en échange de la levée progressive et réversible des sanctions qui étouffent son économie. Les populations ont manifesté leur joie devant cet accord qui est censé améliorer leur situation économique. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Prochain point de l'actualité sur RTI 1, 18h avec Ali Diarasouba. Très bon après-midi à vous.